RMC 01 Net TV. François Sorel, de quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur RMC le dimanche matin dorénavant 6h-7h et puis évidemment de quoi je me mail dès le vendredi en audio, le podcast audio sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01 Net TV et sur la page YouTube aussi de 01 Net TV. Merci d'être là. Au menu de ce de quoi je me mail, tout à l'heure on va parler télécom. La semaine dernière on évoquait Jingo d'Orange, et bien cette semaine on va s'intéresser à la maison connectée d'SFR puisque SFR a annoncé il y a quelques jours se lancer dans les objets connectés qui facilitent notre maison au quotidien. On verra à quoi ça sert et puis évidemment on parlera de 5G avec mon invité Grégory Rabuel. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment aussi réagir au contenu de quoi je me mail avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis bien sûr nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. RMC 01 Net TV, François Sorel. De quoi je me mail. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT. Christopher Siminelli est là. Bonjour Christopher. Bonjour François, bonjour à tous. Directeur de la rédaction de 01net.com. On va commenter avec Christopher toute l'actualité de la semaine que vous avez pu lire sur 01net.com. Et puis à nos côtés aussi Emmanuel Paquette cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. L'Express version papier, version mobile, version web, partout. L'Express donc. Et on va commencer par cette information qui est, on va dire, un peu effrayante quand même. On voit que la 5G a du mal à se positionner en France et avec encore un retard, Christopher. Oui, dans beaucoup de pays d'Asie, la 5G est déjà une réalité. Aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance. Même dans certains pays européens, ils sont très avancés. Et bien pour la France, on va encore avoir du retard dans la disponibilité de la 5G. C'est Bercy qui vient d'annoncer ça. Les attributions des fréquences de la 5G devaient se terminer en janvier 2020 et ce sera finalement au début du printemps. Donc 2 à 3 mois de retard attendus. Alors, conséquence immédiate, on a un report possible de la commercialisation de la 5G dans les grandes villes de France. Oui, parce que tant qu'on n'a pas l'autorisation, exactement. On même ne peut pas lancer évidemment, une offre commerciale. tous les opérateurs télécoms sont prêts, ils sont bien avancés, ils sont prêts. Ils sont prêts. Bien sûr. Tant qu'ils n'ont pas l'autorisation officielle, ils ne peuvent pas se lancer. Donc Orange a réagi en disant que pour eux, finalement, ça ne bouleverse rien à leur plan. Par contre, pour SFR et Bouygues Telecom, c'est un peu plus tendu. SFR et Bouygues Telecom ont surtout alerté sur le fait que le gouvernement devait absolument trancher le cas de Huawei pour pouvoir débloquer la situation de la 5G en France. D'ailleurs, c'est sur les raisons de ce retard de la 5G, c'est un peu flou, mais justement, on soupçonne qu'Emmanuel Macron temporise un peu pour prendre sa décision vis-à-vis de la situation de Huawei, qui, on le rappelle, est l'un des plus gros équipementiers réseau télécom dans le monde. Et SFR et Bouygues sont des gros clients de Huawei. Alors, Emmanuel Macron, il y a 2 semaines, a indiqué qu'il voulait faire passer une loi qui allait forcer les équipementiers à soumettre leurs équipements à l'État, un service gouvernemental qui allait vérifier l'intégrité de ces équipements avant de pouvoir les mettre en place. Cette mesure a du mal à faire son chemin, mais aujourd'hui, clairement, la situation de Huawei en France est très compliquée. Emmanuel Macron avait déclaré: le jour où tout le monde est connecté sur la 5G avec des informations critiques, est-ce que vous saurez protéger votre système et le sécuriser? Si nous n'agissons pas dans 5 ans, je ne saurais pas dire à mes concitoyens: vos données sont protégées. Donc la situation est très critique. Arthur Dreyfus, qui est le secrétaire général d'Altis, aussi le président de la Fédération des télécoms, juge la situation très inquiétante. Il pense que on n'est pas encore à l'abri d'un autre report et que la 5G en France pourrait avoir des retards de plusieurs mois, voire même plusieurs années, ce qui serait vraiment inquiétant. Alors derrière tout ça, il y a aussi une histoire de gros sous, Emmanuel. C'est le montant en fait de la licence 5G que les opérateurs vont devoir payer. Il y a aussi cet inconnu, c'est-à-dire que combien ça va coûter aux opérateurs cette histoire-là? Oui, parce qu'en fait, comme le disait Christopher, il y a 2 sujets. Il y a un sujet financier, de savoir un arbitrage qui doit être fait entre l'autorité des télécoms, donc l'ARCEP, le gendarme des télécoms d'un côté, Bercy de l'autre, à savoir quel est le premier bloc de fréquences qu'on met à disposition des opérateurs à prix fixe, sachant qu'à côté de ça, il y a un deuxième bloc de fréquences à prix variable aux enchères. L'idée est de savoir, est-ce que Bercy veut maximiser les rentrées fiscales en vendant très cher les fréquences, donc en mettant un minimum, les caisses, en mettant donc un minimum de prix fixe sur les fréquences et un maximum aux enchères pour faire rentrer plein d'argent,
Ou est-ce que veut l'ARCEP et l'inverse, c'est-à-dire minimiser le coût pour les opérateurs, mais les contraindre à déployer très rapidement la 5G, dont on peut dire le monde dans les campagnes. En gros, je vais faire c'est simple. ce qui s'est passé avec le New Deal mobile il y a quelques temps de cela. Dans la 4G, c'est ça. Voilà, où en fait l'État a débloqué des fréquences 4G gratuitement, mais avec une obligation de déploiement assez stricte pour les opérateurs. Voilà, qui est coûteuse en plus, parce que c'est moins rentable pour eux dans ces zones moins denses que dans les zones denses. Comme mais tout le monde Paris, y gagne Marseille, finalement. etc. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, exactement. Mais du coup, l'arbitrage, c'est de savoir, est-ce qu'on fait rentrer plein d'argent dans les caisses de l'État, et du coup on amoindrit le déploiement des réseaux dans les zones moins denses, voilà, et donc ça prendra plus de temps, où on met le curseur en fait. Et là pour l'instant il y a une bataille Bercy-ARCEP pour savoir où se situe ce curseur exactement. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Le deuxième élément dont parlait Christopher, c'est, alors on appelle ça le R226, alors je suis désolé de rentrer dans les détails techniques, mais le R226, voilà, il est déjà aujourd'hui, c'est déjà une obligation pour les opérateurs télécoms, notamment dans ce qu'on appelle les routeurs de cœur de réseau de systèmes d'information. Huawei n'a jamais candidaté pour avoir le R226, donc aujourd'hui Huawei n'est pas dans les routeurs de cœur d'information et n'a pas demandé l'autorisation, donc ils n'en vendent pas en France, normalement. Là, avec la 5G, ce qu'on entend, alors je ne suis pas technicien, mais c'est que chaque antenne peut devenir un cœur de réseau en soi. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, chaque antenne devrait avoir une autorisation R226. Ce que disent les opérateurs, c'est si on va voir l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour avoir cette autorisation sur chaque antenne, il va falloir que Orange, Bouygues, SFR, Free viennent tour à tour déposer une demande pour telle antenne, une demande pour telle antenne. Ça va être ingérable. Ingérable pour l'ANSSI, sauf si elle augmente ses capacités de traitement, ce qui semble... Oui. Donc, en fait, il y a une double crainte. Première crainte de payer beaucoup d'argent pour des fréquences. Deuxième crainte, d'avoir un ralentissement administratif pour avoir ces autorisations-là. Et donc, aujourd'hui, sur ces deux arbitrages-là, on attend aujourd'hui des signaux du gouvernement. C'est compliqué, hein, tout ça, parce que évidemment pendant ce temps-là, les autres avancent et ça va décaler d'autant en fait le déploiement commercial de la 5G. Exactement. Oui, d'autant que même par la nature même technologique de la 5G, par rapport aux technologies précédentes où il y avait une vraie notion de cœur de réseau, avec la 5G, tout est finalement décentralisé. Il y a la partie logicielle a une part très importante avec plusieurs couches de cryptage, donc très compliqué pour un État finalement en tout cas en cas de nécessité de venir mettre les mains dans le réseau. À suivre, donc on verra bien quelle est la stratégie du gouvernement à ce sujet. On enchaîne avec, justement toujours, on évoquait Huawei il y a un instant, la situation se détend un tout petit peu pour Huawei vis-à-vis des USA. Oui, alors on en avait parlé début novembre, la situation semblait se détendre entre les États-Unis et la Chine sur le désaccord commercial qu'on connaît tous. On était tous en train d'évoquer une possible levée des sanctions de Huawei d'ici la fin de l'année. Ce ne sera pas le cas, parce que les États-Unis ont décidé de repousser leur décision quant au bannissement de Huawei au 16 février 2020. Donc Huawei reste dans ce genre de purgatoire qu'on peut appeler aussi un genre de sursis, avec comme conséquence immédiate le fait qu'ils ne pourront pas, d'ici au 16 février, lancer de nouveaux smartphones avec les services associé de Google, donc d'Android. Ah oui, en fait, c'est une décision qui est repoussée. Ils ont décidé de ne pas décider. Voilà, donc, qui est plutôt négative pour Huawei parce que ça les paralyse en fait. Exactement, ça continue de les paralyser. Donc il y a une impossibilité de lancer des nouveaux terminaux avec des services Google jusqu'au 16 février. Ils pourront malgré tout continuer à mettre à jour leurs produits existants. C'est un peu les termes du sursis. Plus concrètement, en termes de produits, on attendait le Mate 30 Pro qui était annoncé là il y a un mois, qui est franchement sur le papier un smartphone assez incroyable, mais que Huawei ne lance pas en France parce que sans les services Google, franchement, il n'a pas grand intérêt. Donc on s'attendait à ce que ce smartphone soit lancé avant Noël. Ce ne sera pas le cas. Et surtout, il y a l'autre produit très haut de gamme de Huawei qui était attendu pour février-mars, le P40, Huawei P40 Pro, qui là aussi, il y a très peu de chances qu'on en entende parler ou qu'il voit le jour sur cette période. En plus, évidemment, ça nous emmène à fin février 2020, juste avant le Mobile World Congress de Barcelone. Donc ça va être une période assez tendue, puisque c'est le grand rendez-vous de télécom annuel. Donc c'est un calendrier un peu compliqué pour Huawei. Et donc on peut imaginer que le Mate 30 Pro est condamné, en fait. Il ne sortira pas en France. C'est fort probable. C'est fort probable. Emmanuel ?
On va, en fait, effectivement, ce que disait Christopher, on est dans des négociations entre deux grands pays, donc les États-Unis et la Chine, et Huawei est pris entre les deux comme étant un élément d'échange, entre guillemets, de bonne volonté entre les deux pays. Donc on voit que les États-Unis, c'est la 2e ou 3e fois aujourd'hui qui repoussent la date limite. Depuis le mois de mai. Exactement. Donc Huawei est un peu pris en otage dans les discussions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Donc si ça se décante au niveau des accords commerciaux entre les deux grandes puissances, Huawei en fait peut finalement bien s'en tirer. Si ça se tend à nouveau, ils peuvent effectivement perdre beaucoup d'argent dans les mois qui viennent, et avec des lancements commerciaux effectivement qui vont être entravés. Donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer entre Xi Jinping d'un côté et l'administration Trump de l'autre. Et là-dedans, Huawei, ils ont peu de leviers, ils subissent, et ils attendent de voir si les deux puissances arrivent à s'entendre. Et si c'est le cas, ça peut-être bien se terminer. Parce que ce délai peut être raccourci finalement, non ? Si d'un coup il y a un accord global, on va dire, entre la Chine et les US, cette période de purgatoire, comme tu disais Chris, peut s'arrêter. Oui, c'est possible. On se rappelait que Donald Trump avait des exigences assez particulières. Il voulait par exemple que si accord il y avait, le président chinois vienne aux États-Unis le signer. Il fallait qu'il se déplace, donc qu'il vienne en territoire ennemi entre guillemets. Il faut rappeler aussi qu'on parle beaucoup de Huawei, mais il y a aussi les entreprises américaines pâtissent de cette décision. Google en premier lieu, parce que si Huawei ne peut pas utiliser les services associés à Android, donc les services Google, c'est une manne financière en moins aussi pour Google, et on parle de très très gros chiffres. Et puis Tim Cook avait quand même obtenu lui aussi un report jusqu'au 15 décembre de la taxation des composants venant de Chine, des composants qui rentrent dans la fabrication de l'iPhone. Et Tim Cook avait dit si vous mettez ces barrières en place, les iPhones vont coûter beaucoup plus cher, et c'est Samsung qui va en bénéficier puisque Samsung produit tout en Corée. Et donc Trump avait dit ok, on va repousser. Donc on voit aussi quand même que en fonction des intérêts de grands groupes américains, Donald Trump peut être plus ou moins flexible. Donc tout ça est totalement illisible pour le coup. Mais on voit qu'il y a différents intérêts qui rentrent en ligne de compte, et avec des puissances de grandes sociétés américaines qui peuvent aussi infléchir la ligne de Washington. Parce qu'il y a des emplois aux États-Unis. Bien sûr. Il y a un Donald Trump, on le voit, incontrôlable, encore une fois, qui souffle le chaud et le froid sur chaque tweet, puisqu'on sait qu'il y a quelques temps de cela, il va dire bonne nouvelle, ça se détend avec mes amis chinois, Mais formidables amis chinois. Un truc comme ça. Puis finalement, on voit que c'est pas tout à fait le cas. C'est dommage parce que, mine de rien, c'est une entrave à l'innovation, puisqu'on le sait que Huawei, aujourd'hui, est l'une des locomotives en termes d'innovation technologique sur les smartphones. C'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, même des concurrents comme Apple regardent Huawei de manière très sérieuse parce qu'ils font vraiment d'excellents téléphones. Oui, c'est ça le paradoxe. Tu as raison, François. Après, c'est vrai que si vraiment il y a un risque pour l'intégralité de nos données, bien sûr. Il faut bien le mesurer, mais vous me dites si je me trompe, mais jusqu'à présent, le Huawei n'a pas été officiellement reconnu inculpé ou. Il y a eu des suspicions, je crois. Il y a eu des suspicions, mais il n'y a pas eu de preuves affirmant qu'effectivement ils sont à la solde du gouvernement chinois et qu'ils permettent d'espionner des puissances étrangères. Après, c'est vrai qu'ils sont sur la liste noire américaine aujourd'hui avec d'autres entreprises chinoises. Notamment dans les drones, DJI. On en parle beaucoup moins, mais DJI aussi est impacté. Exactement. Donc Huawei c'est le plus emblématique, parce qu'on parle de 5G, etc. Donc on parle du futur. Mais il y a d'autres entreprises chinoises aussi qui en pâtissent aujourd'hui. Alors ZTE, pour le coup, il s'était avéré qu'il y avait eu des soucis de sécurité. Donc ZTE, qui était un gros concurrent de Huawei dans l'équipement réseau, donc ZTE est interdit aux États-Unis. Et ça, c'est indiscutable. Il y a eu des éléments probants à ce sujet, mais concernant Huawei, c'est beaucoup plus inexplicable. C'est étonnant parce qu'il y a d'autres constructeurs chinois, les Xiaomi, les Oppo, etc., qui eux passent entre les gouttes. Finalement, qui ont toujours, qui développent de nouveaux produits, qui ont toujours des accords avec Google, et eux ne sont pas visés en fait dans cette bataille. Ouais, mais c'est parce que aujourd'hui, ce sont des fabricants télécoms qui ne sont pas intégrés, c'est-à-dire ils font que les smartphones. Voilà, ils ne sont pas sur le réseau en fait. Huawei ZTE font le réseau et les terminaux. ZTE a essayé de pousser aussi ces terminaux il y a longtemps, ils en ont vendu beaucoup en Afrique notamment. Ils ont essayé aussi de percer en Europe, ça n'a pas été très concluant, mais la Huawei réussit pour l'instant. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on a des fabricants télécom en Chine qui ressemblent aux fabricants européens qu'on a vus au début des années 2000. C'est-à-dire on avait Ericsson qui était un équipementier réseau mais qui vendait des téléphones, Nokia
qui faisaient de l'équipement. Voilà. Et aujourd'hui, Alcatel aussi. On avait même des téléphones Alcatel. Et qui aujourd'hui, toujours d'ailleurs. n'existent plus. Matra, oui, c'est vrai. Et qui n'existent plus. Ou Siemens. Il y avait des téléphones Siemens. Ils faisaient de l'équipement réseau télécom aussi. Waouh, des téléphones Siemens, les amis. Ouais, j'en avais un, c'est pour ça que j'en parle aussi. Sans compter Motorola aussi. Et oui, sans compter Motorola. Allez, on enchaîne avec, tiens, on évoquait Google qui est aussi au cœur de l'actualité avec son service de cloud gaming, Stadia, qu'on a testé à 0net.com. Alors pour rappel, Stadia, c'est un service de Google qui permet de jouer à des jeux vidéo dans le cloud, potentiellement sur tous les écrans, donc TV, smartphone, PC et Mac. Le service a été lancé cette semaine avec une première étape qui consiste à, en tout cas pour profiter du service, il faut s'offrir le pack première édition qui est vendu 129 €. À ce prix-là, on a un Chromecast Ultra qu'on branche sur la télé et qui permet de streamer ces sessions de jeu directement sur une interface Android télé sur sa télé, et une manette de jeu Google. Donc la promesse, c'est un accès à un catalogue AAA, comme on dit dans le jeu vidéo, donc c'est les blockbusters du jeu vidéo. C'est le premium, on va dire. Voilà, le premium sur tous les écrans. Alors malgré tout, même si la promesse est très alléchante, très simple, il y a beaucoup de contraintes au démarrage. Il faut, alors c'est tout bête, mais on est obligé de connecter sa manette avec un câble. Alors franchement, en 2019, c'est un peu... on peut pas la connecter en Bluetooth. Pour l'instant, non. Même si on joue sur son smartphone, on est obligé de relier sa manette à son smartphone. En parlant de smartphone, eh bien seuls les Pixel aujourd'hui sont compatibles avec la technologie. Les Pixel, ce sont les modèles développés par Google. Pas de jeu possible non plus en 4G sur son smartphone. Il faut qu'on se connecte en Wi-Fi à la maison. Alors que franchement, dans beaucoup de cas, on a une connexion 4G beaucoup plus rapide et robuste que du Wi-Fi. Et ça a peut-être moindre importance, mais sur PC ou Mac, tous les claviers et souris sans fil ne sont pas encore reconnus, donc ça peut donner lieu à quelques couacs. Donc nous, on a testé la solution. L'installation est très facile. La manette est un peu massive, mais elle va plaire aux utilisateurs de l'Xbox parce qu'elle est un peu dans les mêmes proportions. L'interface, que ce soit sur télé, ordinateur, mobile, est assez cohérente entre tous les écrans, c'est assez bien fichu. Et donc le nerf de la guerre, la stabilité. Lors de nos tests, on a rencontré aucun problème de connexion, de déconnexion, de lag, comme on dit dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On était sur un réseau Wi-Fi d'une box opérateur, comme tous les Français peuvent fibre, je crois. l'avoir. Fibre, mais on passait par du Wi-Fi. Et on passait surtout par du Wi-Fi BG, donc pas forcément la dernière techno de Wi-Fi, sachant que Google recommande d'avoir les dernières versions du Wi-Fi pour que ce soit optimal. Nous, c'était pas notre cas. Et on n'a pas eu de soucis. Donc, le souci avec Stadia, il est plutôt... je pense qu'il est plus profond que ça. Donc c'est déjà dans le modèle. Parce que là, Stadia s'attaque à Steam, s'attaque à Shadow, s'attaque aux plateformes de cloud gaming développées par Microsoft et par PlayStation. Là aujourd'hui, donc les tarifs, il faut s'abonner à une offre Stadia Pro à 9,99 par mois. On a accès à une vingtaine de jeux, plus à la possibilité de jouer à ces jeux en 4K. Alors il y a une offre gratuite aussi. Il y a une offre gratuite aussi, mais où du coup, on a accès à la plateforme, mais on doit acheter les jeux à l'acte. Et comme on est en 1080p. On est en 1080p et comme on le fait et comme on y joue sur Steam par exemple, on achète ces jeux. Donc cette offre déjà, elle est un peu dépassée. Pourquoi ? Parce que sur les offres PlayStation Now ou le Xbox Game Pass, voilà, pour un tarif qui est sensiblement supérieur, on a accès à des catalogues de plus de 200 jeux. Là, on rejoint le modèle Netflix en fait avec Xbox, c'est-à-dire que pour une somme forfaitaire, on a le service plus les jeux. Oui, exactement. Et ce qui n'est pas le cas avec Google. Ce qui n'est pas le cas avec Google. Et comme Google mise toute sa communication sur des jeux AAA, donc des jeux très attendus par les gamers purs et durs, qui eux sont déjà équipés finalement de Xbox ou de PlayStation ou d'un gros PC gamer, ça n'a pas de sens. On va forcément avoir le jeu de la comparaison entre Stadia avec les contraintes qu'on a citées là, et que ce soit tarifaire et technique, et leur bonne vieille console qui finalement fait bien l'affaire aussi. Donc le lancement est quand même assez compliqué pour Google, même si les promesses sont évidemment très intéressantes et là c'est le début de la plateforme. Faut voir un peu ce que ça va donner dans les mois et années à venir, mais quand même un peu compliqué. Emmanuel ? Oui, effectivement. Alors, ça pose plein de nouveaux problèmes. Le premier, effectivement, c'est ce que disait Christopher, c'est on paye 9,99. Alors, on a un jeu aujourd'hui qui est donné dans le pack, donc c'est Destiny 2. Ce que dit Google, c'est que chaque mois, il y en aura un nouveau qui sera intégré dans les 9,99. Mais après ça, il faut payer pour avoir accès au reste du catalogue. Et la vraie question, c'est le jour où on arrête, qu'est-ce qui se passe ?
on a payé 40 ou 50 € un jeu et on n'y a plus droit. On n'a plus de CD, on n'a plus rien. Donc c'est pas comme Netflix où on arrête, on ne possède rien avant et on ne possède rien. Parce qu'il y a une offre, attention, il y a une offre gratuite en fait. Je pense que si on paye plus, on est downgradé en fait à l'offre gratuite qui nous permet de jouer en 1080p en fait. On n'a plus accès à la 4K, mais je pense qu'on doit avoir accès à des jeux qu'on aurait préalablement payés, non ? Oui. Alors je sais pas très clair. Parce qu'en plus, c'est pas tout de suite de ce que j'ai compris, ça sera dans un deuxième temps. C'est-à-dire pour l'instant, on n'est que dans des packs à 129 € avec 3 mois gratuits intégrés, et après on passera sur un modèle à 9,99 par mois, sans avoir le pack avec le hardware qui va avec, ou la clé HDMI Ultra qui fonctionne sur le téléviseur. Le Chromecast Ultra, oui. Exactement. Donc ça pose un premier problème. Dans la presse américaine, alors moi je ne l'ai pas testé chez moi, mais la presse américaine dit qu'il y a des problèmes de lag, visiblement. Notamment quand on joue, et que derrière, il y a papa qui fait un peu de Netflix, et qu'il y a le fiston à côté qui lui est en train de chatter sur Facebook ou Snapchat, et du coup tout le monde est en train de tirer en même temps sur l'accès Internet, et là ça pourrait créer des problèmes de lag. Donc quand on est seul connecté avec une bonne connexion et surtout un débit qui reste identique, il n'y a pas de souci, mais dès qu'il y a des fluctuations de débit, ce qui arrive souvent dans un foyer, parce qu'on est plusieurs à se connecter, là ça peut poser des problèmes. Donc on voit quand même que Google en est qu'au début et il va y avoir quand même pas mal de choses à régler. On enchaîne avec justement toujours Google qui modifie nos résultats de recherche à la main, Christopher. Oui, alors cette fois on ne joue plus. C'est le Wall Street Journal qui vient de publier une enquête de plusieurs mois. Ils ont interviewé des centaines d'interlocuteurs et ils en sont arrivés à cette conclusion. Donc Google modifierait ses algorithmes pour mettre en avant ses partenaires, y compris de sa régie publicitaire. Donc ils ont ainsi repéré que certains partenaires comme eBay, Amazon ou Facebook étaient un peu privilégiés dans les résultats de recherche naturels vis-à-vis d'autres pages. Alors certes, Google a communiqué récemment sur le fait qu'il s'appuyait sur une horde de 10 000 collaborateurs pour peaufiner, optimiser un peu cet algorithme, pour corriger les algorithmes de façon indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire de façon indépendante ? C'est-à-dire que Maurice, qui applique une petite correction sur tel résultat de recherche, l'applique et Google n'a aucun droit de regard sur ce qu'il a fait. Donc voilà. Le problème, c'est que selon le Wall Street Journal, Google resoumet les requêtes qui ne lui plaisent pas jusqu'à ce que le résultat corresponde à ses attentes. Et donc même si c'est de façon indépendante, ça ne l'est pas tout à fait. Alors pourquoi c'est un sujet hyper important ? Parce que le search, c'est le nerf de la guerre de Google. C'est ce qui fait que Google est un mastodonte aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on utilise tous ces services, c'est le search, et c'est sa pépite, c'est sa mine d'or. Si on commence aujourd'hui à avoir des doutes sur la pertinence ou des résultats naturels de Google, c'est un peu les fondements de Google qui s'effondrent. Le fondement de Google qui commence à s'effondrer. Donc c'est un sujet vraiment à prendre très très au sérieux. Google a réagi de manière laconique comme ils savent le faire. Nous faisons aujourd'hui ce que nous avons toujours fait, fournir des résultats pertinents à partir des sources disponibles les plus fiables. Bon, voilà, donc sans donner beaucoup plus d'explications sur l'enquête du Wall Street Journal qui, je pense, va avoir quand même des suites, c'est certain. On enchaîne avec cette décision d'Emmanuel Macron qui veut généraliser en fait des dispositifs de vérification d'âge pour accéder aux sites porno. Oui, c'était le 20 novembre à l'occasion de la Journée internationale de la protection de l'enfance. Emmanuel Macron est parti de ce constat. Seuls 41% des parents français ont mis en place une solution de contrôle parental. C'est très très peu et il faut aller plus loin. Donc le but, c'est d'empêcher les enfants, les mineurs, d'être confrontés à des contenus pornographiques sur Internet. Et donc, il a incité très fortement ce qu'il appelle les opérateurs, donc c'est les éditeurs de sites pornographiques, à mettre des moyens en place pour filtrer l'accès à leur site. Alors, on ne parle pas juste de dire je suis mineur, je suis majeur et validé. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui, mais clairement, c'est insuffisant. Et Emmanuel Macron a raison, c'est clair. Donc, il a incité tous ces opérateurs à trouver des moyens qui soit à la fois efficace et réel. Donc il a laissé un peu carte blanche aux opérateurs. À vous de trouver la solution, mais clairement, si vous ne trouvez pas la solution, on va passer par une loi et là, on va commencer à faire... Quand tu parles d'opérateurs, qui doit faire ça ? Alors, je ne parle pas d'opérateurs télécom. Voilà, ce sont qu'il appelle, lui, les opérateurs. Ce sont les acteurs de cette industrie. Voilà, c'est les plateformes qui s'occupent de diffuser ce contenu porno, en fait. Exactement. Emmanuel ? En fait, il y a deux sujets. Visiblement, il veut que le contrôle parental soit mis par défaut dans les box.
Donc obliger les opérateurs télécoms quand même à faire en sorte que le contrôle parental soit de fait mis sur toutes les box. Puis après, si on veut le désactiver pour aller sur ces sites, on le désactive. Et effectivement, comme le disait Christopher, dans un deuxième temps, sur les sites en tant que tels, les sites pornographiques, de mettre un deuxième système. Donc c'est un procédé à 2 étapes. En fait, ça rappelle ce qu'essaye de faire l'Angleterre depuis 2015. Et l'Angleterre est revenue dessus il y a quelques mois en disant que c'était pas possible. Donc il est en train de mettre en place, avec 4 ans de retard, ce que l'Angleterre est en train d'abandonner. Réussi. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on ne peut pas filtrer comme ça sans aller à l'encontre de directives européennes, notamment sur la neutralité de l'Internet. Parce que là, on viole la neutralité de l'Internet, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais il se trouve que la pornographie n'est pas illégale en soi. Et donc de faire un filtrage par défaut, c'est violer la neutralité de l'Internet. Donc déjà, le dispositif d'Emmanuel Macron peut être hors la loi, d'une certaine manière. Et c'est l'ARCEP en plus, on y revient, le gendarme des télécoms, qui fait respecter la neutralité du net en France. Donc il peut y avoir une opposition entre l'Élysée d'un côté et l'ARCEP de l'autre. Donc on va voir qui va gagner entre Soriano de l'ARCEP et Emmanuel Macron. Ils ont quelques sujets tendus. Ils ont quelques sujets, voilà, on en a parlé en début. Mais donc normalement, c'est pas faisable avec les textes européens aujourd'hui, parce qu'il y a la neutralité du net. Alors on peut bloquer, on peut filtrer, mais il faut que ça soit de la pédopornographie, par exemple, c'est ce que prévoit la LOPSI 2. Bien sûr. Mais là, c'est tout à fait normal, là, parce que là, c'est illégal. C'est illégal, mais ce qui n'est pas le cas de la pornographie. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc je ne sais pas. Donc ça serait peut-être les éditeurs qui pourraient à ce moment-là mettre des filtres en quelque sorte. Alors, effectivement, ou peut-être des systèmes de vérification plus forts que simplement un petit bouton à cliquer pour dire je suis majeur. Oui, mais tu vois, là on a vu, il y a une personne du CSA qui va devenir l'ARCOM qui a dit nous on est là pour dresser la liste blanche ou noire des sites pornographiques. Bon courage. Donc c'est eux qui vont avoir la main de dire qu'est-ce qui est légal ou pornographique et qu'on doit bloquer. Et ça pose une autre question, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Notamment quand on va sur Twitter, on peut accéder aujourd'hui à de la pornographie. Bien sûr. Comment ils vont bloquer les flux sur Twitter ? Et ça, ils ne peuvent pas y répondre. Et ils ont une réflexion qui est une réflexion de site internet des années 2000. Aujourd'hui, on est sur des réseaux ouverts, Snapchat, TikTok, etc. Ouais, après, tu parlais de Twitter, on peut quand même se poser des questions sur la vraie volonté de Twitter de masquer ses contenus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent de repérer une poitrine. Ce que fait très bien Facebook d'ailleurs. Ce que fait très bien Facebook, ce que fait même trop bien Facebook. C'est ça. Franchement, c'est aussi la responsabilité là, de Twitter de limiter le. Oui, mais regarde après, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que Courbet, l'origine du monde, qui est un sexe féminin, a été bloqué sur Facebook. On est d'accord. Donc comment on fait la différence entre. Bien sûr. Parce que ça semble pornographique puisqu'on voit un sexe féminin. Et en réalité, c'est une œuvre d'art. Et donc, Facebook s'est fait taper dessus parce que l'algorithme l'a bloqué. Exactement. En considérant que c'était de la pornographie. Donc, où on met la frontière ? Et du coup, ces plateformes deviennent des éditeurs. Comme la presse. Alors qu'ils ne veulent pas devenir éditeurs. Et puis, on peut imaginer que les éditeurs de porno freinent des 4 fers, justement, cette volonté du gouvernement, parce que évidemment ça leur fera moins d'audience et moins d'argent. On sait que l'industrie du porno aujourd'hui c'est des milliards. Puis ça les oblige à développer une spécificité pour un pays. Franchement, techniquement, c'est hyper contraignant pour ces sites. Alors pour les gros acteurs de ce business, donc Pornhub, YouPorn, etc., ils ont les moyens techniques de le faire, mais bon, il y a plein de micro-acteurs. Mais sachant qu'ils se font souvent pirater aussi. Donc si c'est pour que demain on voit qu'il y a notre carte d'identité sur YouPorn parce qu'on a décidé d'aller dessus, voilà, je vous laisse. Voilà. C'est pas terrible. Faites attention à votre carte d'identité. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Christopher Siminelli, directeur de la rédaction de 01net.com, et puis Emmanuel Paquette, donc de l'Express. Ce club de la presse IT se termine, mais de quoi je mêle se poursuit. Dans un instant, on va découvrir la stratégie de la maison connectée de l'opérateur SFR avec mon invité. À tout de suite. RMC 01net TV. François Sorel, de quoi je me mail.